Bonjour, le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Dr. Julie Gauthier, professeure adjointe de clinique département de pédiatrie, faculté de médecine, Université de Montréal, également généticienne moléculaire au laboratoire de diagnostic moléculaire du CHU de Sainte-Justine et éditeur associé à Frontier in Genetics. Merci d'être là aujourd'hui, Julie, avec nous. Là, tu es là aujourd'hui pour nous faire une mise à jour du projet Génome sur lequel plusieurs de nos patients ont participé. Et que pouvons-nous apprendre de la séquence du génome dans l'AOH du C1 inhibiteur normal? Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce projet de recherche-là, c'est un projet de recherche qui a débuté il y a à peu près un an et demi, avec la collaboration évidemment de Dr. Julie Gauthier, mais également de Georges-Étienne Rivard, de François Marceau et de quelques autres collègues, où on a fait appel à vous, les patients, pour participer à ce magnifique projet-là qui nous tenait à cœur. Puis Julie est ici pour nous donner une mise à jour de certains résultats de ce projet de recherche-là. Donc, je te cède la parole, Julie. Bonjour. Bonjour, merci Charles. Effectivement, mais je vais vous présenter notre belle équipe qui travaille fort sur ce projet. Comme tu dis, Georges et François, qui sont les co-investigateurs avec moi sur ce projet. Clémence, qui fait du super travail auprès des participants, participantes pour le recrutement. José et Caroline, les techniciennes du laboratoire de diagnostic moléculaire qui manipulent les échantillons de salive, font l'extraction d'ADN et apportent ces échantillons au séquençage du génome. Mes collègues Fadi et Arnaud, avec qui je regarde les résultats et planifie les expériences futures. Yann, le bioinformaticien, qui, sans lui, on ne pourrait visualiser et interpréter les données du génome. Donc, voici une diapo qui résume très brièvement la génétique des données actuelles de l'AOH. Dans la déficience en C1 inhibiteur, il y a un gène, le SERPING1, qui est bien connu pour le type 1 et le type 2, qui est muté dans la majorité des cas. Euh, pour notre projet, on s'intéresse aux enjeux édème héréditaire C1 inhibiteur normal, dont très peu de gènes actuellement sont connus. Les trois plus communs, si on peut dire, même s'il y a quand même peu de familles, c'est le F12, PSG et KNG1. Et notre objectif est d'identifier d'autres gènes dans nos familles. Donc, les objectifs, en fait, de ce projet-là, c'est de démontrer l'utilité d'un outil diagnostique qui est moléculaire combiné à du fonctionnel pour aider à orienter un meilleur traitement chez ces patients. Ce projet nous permet de générer des données là, pour appuyer le développement de ce genre de tests qu'on aimerait éventuellement implémenter dans notre réseau québécois de diagnostic moléculaire. Donc, juste rapidement, l'implication des participants, c'est de remplir un court questionnaire de 12 questions, signer un formulaire de consentement qui est expliqué par Clémence et approuvé par notre comité d'éthique du CHU Sainte-Justine. On envoie un kit de collection de salive à la maison et il y a parfois une prise de sang au besoin. Jusqu'à présent, nous avons obtenu la participation de 77 personnes au Québec qui sont âgées entre 14 et 86 ans. Ça représente 18 familles, dont 30 participants symptomatiques, 25 femmes, 5 hommes. Et dans certaines familles, on a jusqu'à 21 participants dans la même famille. On a aussi une collaboration avec Dr. Adil Adassia à Edmonton, en Alberta, qui nous a référé 3 familles qui ont 4 participants symptomatiques au total. Donc, je vais vous présenter un cas aujourd'hui avec des données très récentes qu'on a reçues dans le laboratoire. C'est le cas d'une femme dont les premières crises d'AOH ont débuté dans la quarantaine. Les crises durent plus de 24 heures et sont résistantes au traitement antihistaminique. Son dosage en C1 inhibiteur est normal. Elle aurait eu des récidives fréquentes jusqu'à une fois par semaine, pardon. Les contraceptifs oraux augmentent la fréquence et ou la durée de ces crises. Selon le questionnaire rempli, les symptômes rapportés sont des édèmes très fréquents des voies respiratoires, des douleurs abdominales et des ballonnements très fréquents. Elle a des édèmes périphériques qui sont rares.
Elle a parfois de l'érythème et des papules au thorax et aux membres inférieurs. Elle rapporte que le froid et le stress seraient des facteurs qui favorisent la survenue des crises. Sa mère et sa sœur ont rapporté des ballonnements qui durent moins d'une journée et une autre sœur qui n'a aucun symptôme. Le côté maternel de cette dame aurait une histoire de rash, d'urticaire et gonflement des membres inférieurs. Jusqu'à présent, son traitement préventif d'AOH a diminué la fréquence de ces crises. Donc, on a séquencé le génome de quelques personnes de cette famille. Et quand on séquence le génome d'une personne, on obtient environ 6 millions de variations. Puis quand on regarde une condition comme l'angioédème héréditaire, le but, l'objectif, c'est d'identifier parmi ces 6 millions de variations la variation responsable de la condition. Pour ce faire, on utilise différentes approches. Pour ce projet, la première approche qu'on fait, c'est qu'on regarde 65 gènes candidats qu'on a élaborés, qui en fait, François Marceau a élaboré, notre expert physiologiste de l'angioédème héréditaire. Avec la littérature, on a fait une liste de 65 gènes qu'on regarde d'abord. Puis si on voit les données ici, chez cette famille, il y a 6543 variations génétiques dans ces gènes-là. Donc, il faut utiliser des filtres pour en arriver à identifier la variation. Ce qu'on fait, c'est qu'on élimine les variations qui sont fréquentes dans la population. On garde celles qui sont rares. Et on obtient 21 variations génétiques après avoir comparé entre les membres de la famille qui sont symptomatiques et asymptomatiques. Si on regarde de plus près ces 21 variations, on a obtenu des variations qui sont des faux positifs, donc des artefacts de séquençage, des variations cliniquement incertaines et des variations bénignes. Donc, on n'avait aucune variation candidate avec cette approche. On a donc utilisé une deuxième approche qui est l'approche non ciblée. Donc, parmi les 65 gènes, parce qu'on a 29 000 gènes environ dans notre génome, on a ouvert la liste de plus de 65 gènes avec des termes ciblés, aussi toujours en lien avec la condition. Et on utilise un logiciel qui s'appelle Imagine, qui est de la compagnie Illumina. On lui fournit des termes qui sont reliés, des termes cliniques reliés à la condition. Donc, si vous voyez des exemples, on a utilisé des termes comme douleur abdominale, édème du dos des mains, édème facial, etc. On a demandé de garder au logiciel seulement les variations rares. Donc, on ne veut pas les polymorphismes, les variations communes qui sont la majorité bénignes. Et on veut des variations qui s'égrègent parmi les symptomatiques et qu'on ne veut pas voir dans les asymptomatiques. On a obtenu 121 variations génétiques candidates et 13, parce qu'on utilise aussi d'autres algorithmes là, pour nous aider à classer les variations, 13 variations qui étaient les plus probables, dont une très intéressante pour ce cas. C'est une variation hétérozygote, stop, donc prédite très dommageable, probablement pathogénique, dans un gène qui est connu, qui est le gène NLRP12. C'est une variation chez cette famille très rare dans la population générale. La variation génétique est localisée dans un domaine important du gène, ce qui nous laisse des évidences que c'est important. Donc, c'est une variation dans ce domaine est probable de causer un problème avec la protéine. Et notre type de mutation est le même genre de variation qui est rapporté dans la littérature pour ce gène. Puis en fait, ce gène est connu et responsable du syndrome auto-inflammatoire familial induit par le froid, où on voit aussi le nom de syndrome périodique lié à NLRP12. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les signes principaux cliniques des deux conditions. On a comparé ici, vous voyez, l'angioédème héréditaire et le syndrome auto-inflammatoire induit par le froid chez l'adulte. Ici, on regarde l'âge médian des deux conditions. C'est très similaire, autour de 21 ans à 22 ans. Le délai d'apparition des symptômes et du diagnostic est aussi similaire, autour de 7-8 ans. Et on a mis les principaux symptômes de chacune des conditions.
Ici, on voit en parenthèse le pourcentage d'individus qui présentent ce symptôme-là. Donc, dans 92% ou 93% des cas d'angioédème héréditaire C1 normal, les gens ont un gonflement cutané. Ils ont aussi, la moitié ont un gonflement de la langue, douleur abdominale, des édèmes laryngés et édème de la luette. Dans le cas du syndrome auto-inflammatoire, on voit ici que la majorité des cas ont des éruptions cutanées, la moitié ont une fièvre, des douleurs abdominales, de la diarrhée, des gonflements de la paupière, gonflement des membres inférieurs et érythème de la peau. Dans les deux cas, il y a des facteurs déclenchants qui sont rapportés. On commence en angioédème héréditaire, le stress, contraception orale et grossesse. Et dans le syndrome auto-inflammatoire, c'est le froid, effort et fatigue. Ce qu'on peut en conclure ici, ou ce qu'on observe, en tout cas, c'est qu'il y a du chevauchement clinique, mais très, très atténué dans ce cas-ci. Donc, si on revient à la question initiale, que pouvons-nous apprendre du séquençage du génome dans l'AOH-C1 inhibiteur normal? C'est que d'abord, l'approche de gènes limités et ciblés, comme notre liste de 65 gènes, pourrait ne pas répondre à la majorité des cas de l'AOH-C1 inhibiteur normal, puisque justement notre deuxième approche, qui était de regarder plus de gènes, a permis d'identifier une mutation dans un gène connu. L'analyse du génome des participants et participants asymptomatiques est essentielle pour faire ressortir l'anomalie génétique des participants asymptomatiques. Comme je vous ai montré, on peut avoir juste des centaines de milliers de variants pour en arriver à une variation. Et nos résultats suggèrent que l'AOH pourrait faire partie du spectre clinique associé aux mutations du gène NLRP12. Puis jusqu'à présent, des variations génétiques dans ce gène ont été rapportées que pour causer le syndrome auto-inflammatoire familial au froid de type 2. Puis ce cas, c'est un exemple en fait que le séquençage du génome en première ligne aurait eu le potentiel de réduire le temps de diagnostic et éviter aux patients des investigations probablement inutiles. En conclusion, cette découverte probable d'une forme très atténuée du syndrome auto-inflammatoire type 2 induit par le froid chez une famille qui se comporte comme un angioédème C1 inhibiteur normal est quand même intéressante pour le domaine. Et la participation des familles est essentielle pour aider à mieux caractériser l'AOH clinique et moléculaire et autres conditions reliées possibles. Évidemment, merci aux plus de 85 participants-participantes qui jusqu'à présent ont participé à ce projet. Charles Saint-Pierre, évidemment, les médecins référents et notre support financier. Ce projet est financé par Génome Québec, Illumina et les fonds de Georges Rivard. Et Optilab aussi, c'est le regroupement de nos laboratoires là, à Sainte-Justine pour les ressources, la manipulation des échantillons. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps d'avoir visualisé cette présentation. Au plaisir. Merci, Julie. Petite question pour toi. C'est quoi la prochaine étape? Bien, c'est de continuer à analyser parce que ça a pris un certain temps quand même. Parce que nous, il faut savoir que les échantillons, on les fait en lot sur un appareil, puis ça prend un certain temps d'accumuler des échantillons. Puis la prochaine étape, c'est de vraiment se concentrer sur les autres familles qu'on a eues, puis d'essayer de trouver d'autres réponses à ces familles-là. Donc, c'est de voir si par rapport au bassin de patients dont vous avez accès présentement, s'il n'y aurait pas un autre gène que le NLRP12, si je ne me trompe pas, qui pourrait causer un déclenchement d'une anomalie quelconque dans le C1 inhibiteur normal, c'est bien ça? Exact. Parce comme on utilise plusieurs approches d'analyse, ça prend un certain temps avant d'identifier, puis parfois, puis probablement que c'est des gènes nouveaux ou des gènes très peu connus. Fait qu'il y a beaucoup de travail de littérature, de recherche, de validation à faire avant d'en arriver à un résultat comme celui-ci. Hein. Fait qu'il y a beaucoup encore d'analyse informatique, d'interprétation clinique, d'interprétation moléculaire à faire. Puis avoir d'autres familles. À ce moment-là, faut-tu que vous élargissiez votre bassin ou avec le nombre que vous avez déjà en ce qui concerne
les patients québécois, mais également les patients qui ont été référés par Adil à Edmonton, c'est suffisant ou il faut élargir encore plus grand le nombre de bassins de patients ou aller même recruter avec certains spécialistes en Europe leur participation dans le projet? Comme c'est une condition qui est quand même assez rare, puis on voit un peu avec les données de la littérature, il y a plusieurs gènes avec très, très peu de familles. Bien, il n'y a pas beaucoup de gènes, puis avec pas beaucoup de familles. Fait qu'on s'attend qu'il n'y ait pas beaucoup de familles reliées à un même gène. Donc, avoir un bassin plus grand, ça augmente nos chances de lier deux familles au même gène et donc d'apporter des évidences que ce gène-là est important dans l'angioédème héréditaire. Donc, le nombre est super important dans ce cas-ci pour pouvoir en arriver avec des évidences plus solides. Corrige-moi si je me trompe. Pour le commun des mortels, là, pour les patients en général, euh, le but là, de tout ça, c'est d'être en mesure d'aller chercher des outils diagnostiques les plus probants en ce qui concerne le C1 inhibiteur normal. Mais au final, de ce que j'en comprends, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est one size fits all, dans le sens que au niveau des gènes, c'est très spécifique à chacun des individus ou à chacun des familles. Donc, ces gènes-là ne peuvent pas nécessairement être répertoriés dans d'autres cas. Est-ce que je comprends bien? Je comprends bien? Exact. Parce qu'on a exemple, le gène, tu sais, le C1 inhibiteur, la déficience, le SERPING1, c'est un gène avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. C'est qu'est-ce qui est le plus commun. On a le facteur 12, que dans la littérature, on a quand même plus qu'une famille. C'est quand même bien démontré, là. On a quand même, dans Ouais. la littérature, il y a plusieurs familles, mais ça, c'est pour le C1 inhibiteur normal. Puis on a des gènes comme PSG, un petit peu moins de familles, mais plus qu'on va séquencer le génome, ou en tout cas ces gènes-là, plus qu'on a de chances de lier des familles avec ces gènes-là. Mais certainement, il y a des familles que ça va être unique à leur, un gène va être unique à une famille. Mais je te remercie infiniment de nous avoir fait une mise à jour sur le projet Génome. Bonne continuité. Puis, comme tu le sais, tu peux toujours compter sur notre contribution, la contribution évidemment des patients. Donc, merci encore une fois. Merci beaucoup.